J'ai mis en vibreur. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal et bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette webconférence de la rentrée de janvier où nous allons parler frais de transport, domicile, lieu de travail. Alors on rappelle quelques fonctionnalités. Donc vous avez sur la partie droite de l'écran une zone de chat. Vous pouvez interagir, vous pouvez poser des questions et on tâchera d'y répondre à l'issue de cette webconférence. Cette webconférence est enregistrée et on peut revoir l'enregistrement sur notre chaîne YouTube à partir de lundi a priori. Et le support sera disponible, si tout se passe bien, dès cet après-midi sur le site internet d'Audience. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, Philippe. Tout est bon, tu as tout dit. Ça marche. Allez, on va partager l'écran et on va présenter le petit support sur notre sujet. Est-ce qu'on est bon? C'est bon, ça s'affiche bien, on peut y aller. Parfait. Alors, voilà le sujet du jour, c'est la question de la prise en charge des frais de transport domicile, lieu de travail, entre donc l'employeur et ses salariés. On va faire un petit plan en deux grandes parties. Rapidement. Je pense qu'on a une coupure. Pascal a eu un petit incident technique, je pense. On va patienter 1 ou 2 minutes le temps qu'il revienne. Et on reprendra par la suite le fil de la webconférence. Voilà, je pense que Pascal est en train de se reconnecter. Il y a peut-être eu un petit souci, Pascal. Une petite coupure. Moi, je te vois bien. Il y a une petite coupure, mais là, je te vois bien. Ok, on repart. Tu me dis, hein, les aléas de la technique. Les aléas du direct. Qu'est-ce que ça donne? Ça s'affiche bien, c'est bon. On peut y aller, Okay. on peut reprendre. Donc, on en était au niveau du plan, où l'on verra, concernant la participation employeur, ce qui est obligatoire d'un côté et ce qui est facultatif de l'autre. Bon, en ce qui concerne la définition lieu de travail et domicile, à vrai dire, la réglementation fait simple. Le domicile, c'est le lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés, la semaine, la plupart du temps. Et le lieu de travail, c'est le lieu où le travail est accompli de manière habituelle. Donc ça peut, le cas échéant, être différent, ça peut évoluer dans le temps si tout d'un coup le lieu de travail change ou si le domicile change. Les choses ne sont pas forcément figées. Donc voilà sur ce premier point. Ensuite, donc, ce qui est obligatoire pour les employeurs. Alors la loi nous dit, vous l'avez à l'écran, que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions fixées de manière réglementaire, on va le voir, prend en charge quoi? Il prend en charge le prix des titres d'abonnement qui sont souscrits par ses salariés pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. Et cette prise en charge, elle doit être basée sur un abonnement, hein, un abonnement de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos. Voilà la réglementation aujourd'hui. Alors voyons tout de suite l'aspect réglementaire, c'est-à-dire l'article que vous avez à l'écran, hein, R3261, qui nous donne la hauteur de la prise en charge. Le texte nous dit « La prise en charge par l'employeur de ces titres d'abonnement est égale à 50% du coût de ces titres payés par le salarié. » Voilà ces fondamentaux qui sont actés dans le Code du travail depuis, de mémoire, 2009. Hein, voilà les textes en dur. Rentrons un petit peu dans le détail. Alors, quel abonnement? Quel remboursement? Encore une fois, c'est le remboursement de l'abonnement qui est souscrit par le salarié, c'est-à-dire que la réglementation n'autorise pas le remboursement, à 50% donc, d'un titre de transport à l'unité. Donc on parle bien d'un abonnement. Ensuite, quelle prise en charge? Donc on l'a dit, on a vu le décret tout à l'heure, c'est 50% du prix de l'abonnement. Et il faut savoir que depuis 2023, ou tout du moins en 2023, et c'est prolongé en 2024, il y a un régime exceptionnel qui autorise les employeurs
à prendre en charge jusqu'à 75% du prix de l'abonnement. On est sur des dispositifs qui sont donc temporaires. Rien ne dit que ça soit poursuivi sur l'année 2025 et après. Donc voilà déjà une première particularité. Donc depuis 2023, et c'est poursuivi en 2024, l'employeur peut prendre en charge jusqu'à 75% du prix de l'abonnement. Toujours sur l'abonnement et le salarié. Peu importe, vous le voyez, la nature du contrat de travail, la question de savoir si le salarié est en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée, n'entre pas en ligne de compte. De la même manière, peu importe que ce soit un abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire, ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais finalement, on peut rentrer un petit peu aussi dans le détail et se dire, mais ok, qu'est-ce qui se passe finalement si l'entreprise prend plus à sa charge que 50% ou 75%, comme c'est autorisé encore sur l'année 2024? Eh bien, si jamais l'employeur remboursait la totalité finalement de l'abonnement à ses salariés, eh bien, en cas de contrôle URSSAF, la différence entre 50 ou maximum 75% et 100% serait soumis à cotisation sociale et serait soumis à l'impôt sur le revenu. Parce qu'en fait, ce dispositif, cet encadrement de la prise en charge de l'abonnement à un frais de transport, dans la limite donc de 50%, voire 75%, c'est un dispositif qui fait que ces sommes, ces remboursements aux salariés, ne sont pas soumises à cotisation sociale ni à l'impôt sur le revenu. On est sur un dispositif particulier, mais qui est donc encadré et limité. Voilà de quoi il s'agit. Voilà les enjeux finalement à ne pas respecter ces limites. Alors, là où il y a des petites particularités, ce n'est pas donc sur la nature du contrat de travail, CDI ou CDD, mais c'est sur le temps de travail. Rentrons donc dans le détail. Pour les salariés qui sont à temps complet, on applique la règle que l'on a vue tout à l'heure, remboursement de 50% de l'abonnement, 50% possible, que l'on peut monter jusqu'à 75%. Bien. Si la personne est à temps partiel, il y a deux situations. Son temps de travail est supérieur ou égal à un mi-temps. Dans ce cas-là, c'est la même règle que pour celle que l'on vient de voir pour un salarié à temps complet. A contrario, si le salarié est à temps partiel sur une durée inférieure à un mi-temps, la réglementation nous dit que le pourcentage de prise en charge doit être proportionnel au nombre d'heures. Alors, je vous ai mis à l'écran un petit exemple. Alors, sur la gauche, l'exemple classique du temps complet ou d'un temps partiel supérieur ou égal à un mi-temps. Donc, imaginons une entreprise à 35 heures, classique, abonnement de 100 € par mois, l'employeur prend à sa charge 50 €. Facile. Deuxième situation, imaginons la même entreprise, une entreprise dont le temps de travail est de 35 heures avec un abonnement à 100 €, mais le salarié travaille 15 heures par semaine. On a donc une proratisation par rapport à un mi-temps, étant donné que le mi-temps, c'est encore 50%, et donc ça nous donne, en l'occurrence, dans notre exemple, pour 15 heures de travail, une prise en charge à 42,86 € avec le petit produit en croix nous permet de trouver ce calcul. Voilà, sur ce point-là. Mais évidemment, on travaille dans le spectacle, donc la question c'est quid des artistes et des techniciens que l'on aurait embauchés en CDDU? Eh bien, les règles sont identiques. Le code du travail, la sécurité sociale, l'URSSAF, le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, ne donne pas de particularité, de précision sur les artistes et les techniciens intermittents du spectacle. Les règles sont les mêmes, c'est-à-dire il est en contrat de travail, oui, un CDD en l'occurrence, bon, peu importe. La question c'est quel est son temps de travail, premier point, et est-ce qu'il a bien souscrit un abonnement, étant donné qu'on va le voir sur la vignette d'après. Parmi les choses à vérifier, le salarié doit donner à l'employeur un justificatif régulièrement, comme quoi il a bien un abonnement. Donc, pour les artistes et les techniciens, eh bien, pas de particularité. La question, c'est quel est leur temps de travail. On termine avec justement les modalités de remboursement. Alors, ça s'indique sur le bulletin de salaire et on est souvent sur le bas du bulletin. Donc, vous avez à l'écran un exemple d'un salarié qui est donc pour le coup à temps plein et manifestement il a un pass Navigo, donc valable pour l'Île-de-France, et donc on voit bien
que l'employeur lui rembourse, donc prend à sa charge 50% du prix de l'abonnement, en l'occurrence mensuel, hein, vu qu'il y a un remboursement mensuel. Voilà, donc 84,10 € divisé par 2, 42,05 €. Et donc, en contrepartie de ça, on le disait tout à l'heure, le salarié doit fournir un justificatif à l'employeur, comme quoi il a bien un abonnement. Si on reste toujours sur Navigo, hein, si on va sur son compte Navigo en ligne, on peut cliquer sur le bouton qui génère un justificatif. Ce justificatif prend la forme d'une attestation sur l'honneur si le salarié a un abonnement à un service public de location de vélo qui ne permet pas l'identification nominative du salarié. Voilà pour info là-dessus. Voyons maintenant les dispositifs facultatifs, hein, qui existent depuis quelques années, mais pas si longtemps que ça. Hein. On a 2 dispositifs facultatifs. Premier point, une prime transport qui permet à l'employeur de prendre en charge une partie des frais de carburant ou des frais d'alimentation du véhicule d'un salarié. Premier point. Et deuxième point, le FMD, le forfait mobilité durable, qui permet la prise en charge, là aussi, de tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant à l'aide de transports alternatifs. Trottinette, bon, par exemple. Une petite particularité sur ce forfait mobilité durable, les stagiaires sont également éligibles aux bénéfices de ce forfait mobilité durable. Donc on va avoir 2 vignettes où l'on va entrer dans les détails de ces 2 dispositifs qui sont donc facultatifs. C'est à la main de l'employeur, il n'y a pas d'obligation. La prime transport. Alors, préambule sur la prime transport, étant donné qu'il y a pas mal de particularités, je me suis permis, regardez bien en bas de la vignette, de vous mettre le paragraphe du bulletin officiel de la Sécurité sociale qui donne tous les détails concernant, pour le coup, la prime transport, et vous aurez les mêmes liens pour le forfait mobilité durable. Pourquoi j'ai précisé ça? Parce qu'il aurait été difficile sur une seule vignette d'indiquer toutes les particularités. On se concentre donc sur l'essentiel. Premier point, l'employeur qui souhaite attribuer une prime transport à ses salariés, il doit formaliser cette décision. Et ce formalisme, c'est soit parce qu'il y a eu un accord collectif dans l'entreprise avec vos représentants de salariés, vous avez conclu un accord collectif, un accord d'entreprise sur ce sujet-là. Vous avez une autre option qui est de rédiger une DUE, une décision unilatérale de l'employeur. Donc, premier point, un formalisme nécessaire. Ensuite, alors, qui sera concerné, qui est concerné par la prime transport? Eh bien, c'est les salariés qui résident habituellement dans un endroit, ou bien s'ils travaillent dans un endroit qui est situé en dehors de la région Île-de-France, ou bien qui est dans une zone desservie non desservie par les transports urbains. Et aussi, il y a 2 conditions, c'est l'une ou l'autre, quand ils sont tenus d'utiliser un véhicule personnel, parce que, par exemple, au regard de leurs horaires de travail, ils ne peuvent pas utiliser les transports en commun. Voilà déjà l'une ou l'autre condition. Ensuite, il y a une limitation financière, il y a une exonération de cotisations et d'impôts dans la limite de 700 € par an, dont 400 € pour les carburants classiques, gasoil ou essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'employeur verse plus, eh bien, c'est considéré comme du salaire, c'est-à-dire que ça sera soumis à cotisation sociale. Tout l'enjeu, en fait, de ces prises en charge, c'est le fait qu'elles sont limitées pour permettre le non-assujettissement aux cotisations sociales ou à l'impôt sur le revenu. On a bien compris ça. Et puis, autre point, quid du cumul avec la prise en charge obligatoire de 50% de l'abonnement et ou du forfait mobilité durable? Eh bien oui, le cumul est possible. Alors déjà, avec la prise en charge de l'abonnement,
mais aussi avec le forfait mobilité durable. Et pour ce deuxième point, il y a une limite de montant entre la prime transport et les forfaits mobilité durable. C'est indiqué à l'article, au paragraphe 515 du BOSS. Et dernier point peut-être, vous savez que certaines professions, notamment les artistes du spectacle, peuvent avoir un abattement pour frais professionnels sur leur bulletin de salaire, c'est la déduction forfaitaire spécifique, eh bien, la prime transport n'est pas cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique. Donc ça veut dire en pratique, si sur un artiste, vous avez appliqué en bonne et due forme, c'est-à-dire en demandant son autorisation et tout ça, si vous avez appliqué l'abattement pour frais professionnels pour le calcul de ces cotisations sociales, il n'est pas possible de verser une prime transport en bénéficiant des exonérations qui sont indiquées. Particularité, pour l'année 2024, on a un régime exceptionnel qui existait en 2023 qui a été prolongé, eh bien, possibilité d'attribuer la prime transport, y compris aux salariés qui ont la possibilité d'utiliser les transports en commun. C'est quelque chose d'assez original au regard des conditions de base. Ça, c'est une particularité qui existe encore sur l'année 2024. Et enfin, on n'oublie pas que dès lors que vous mettez en place, en l'occurrence la prime transport, par principe, elle doit s'appliquer à tous les salariés qui sont placés dans une situation identique. Donc on revient sur les deux conditions qui sont indiquées en haut. Tous les salariés de votre entreprise, si vous décidez de mettre en place la prime transport, tous les salariés de l'entreprise qui seront dans l'une des deux conditions devront pouvoir en bénéficier. Un principe d'égalité de traitement. Voilà sur la prime transport. Et on bascule sur le deuxième dispositif facultatif, le forfait mobilité durable. Vous avez toujours donc, alors en bas à gauche, la référence de l'article du BOSS sur ces sujets-là. Et puis, on a trouvé une petite rubrique avec tout un tas de questions-réponses sur le site écologie.gouv, dont vous avez le lien en bas à droite, qui reprend, à mon sens, de manière plus simple, les conditions d'utilisation du forfait mobilité durable. Bien. Reprenons. Donc, la mise en place, de la même manière que pour la prime transport, vous devez formaliser votre mise en place, soit en ayant eu une négociation avec vos représentants du personnel qui aboutit à un accord d'entreprise sur ce sujet, ou bien vous, tout seul, vous décidez de mettre en place ce forfait mobilité durable et vous rédigez une DUE, une décision unilatérale de l'employeur. Quelles sont les situations visées? Eh bien, ce sont les personnes qui utilisent donc les transports alternatifs. Ils utilisent leur vélo, ils utilisent le covoiturage, ou ils utilisent un moyen de transport personnel en location ou en libre service. On parlait de la trottinette tout à l'heure, mais ça peut être aussi un scooter ou autre. Ou bien encore, ils utilisent en autopartage un véhicule à motorisation non thermique. On a effectivement des entreprises qui permettent la location ponctuelle de véhicules électriques, hybrides ou autres. On a évidemment toujours une limite concernant ce forfait qui est de 700 € par an. Et enfin, quid du cumul? Alors là, c'est un tout petit peu différent des règles de cumul avec la prime transport. La prise en charge, enfin le cumul avec la prise en charge obligatoire de l'abonnement est possible dans la limite globale de 800 €. Donc il faut identifier sur l'année combien vous avez remboursé aux salariés au titre de l'abonnement obligatoire, des frais de transport que l'on a vu tout à l'heure. Et si déjà ça atteint 800 €, vous ne pouvez pas rajouter quoi que ce soit en forfait mobilité durable. A contrario, si vous avez, je ne sais pas moi, 500 € au titre de l'abonnement, eh bien, vous pouvez verser 300 € au titre du forfait mobilité durable. Il y a donc une limite globale là-dessus. Et il est possible aussi de cumuler le forfait mobilité durable avec la prime transport dans des conditions particulières. Je vous renvoie à l'article 1150 du bulletin officiel de la Sécurité sociale. Enfin, tout comme la prime transport,
pour les artistes pour lesquels il y aurait l'application de l'abattement pour frais professionnels, il n'y a pas de cumul possible. Si la personne a un abattement sur son bulletin de salaire pour le calcul des cotisations sociales, il n'est pas possible de lui verser une prime transport. Enfin, on rappelle le principe qu'on a vu tout à l'heure, qui est, si vous décidez la mise en place du forfait mobilité durable, eh bien, l'application doit être faite à tous les salariés placés dans des situations identiques. Ce point-là, juste un point de détail, c'est quelque chose qui est rappelé et qui est précisé dans l'acte fondateur, soit l'accord collectif, soit la décision unilatérale. Ces documents sont faits pour préciser les choses et rappeler notamment l'égalité de traitement. Voilà, le petit tour d'horizon qu'on pouvait faire là-dessus. On se résume. Ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas nouveau, c'est la prise en charge d'un abonnement de transport en commun ou d'un service public de location de vélo. Et donc, ça apparaît sur le bulletin de salaire et c'est donc principe prise en charge à 50% de l'abonnement et sur l'année 2024, on peut pousser jusqu'à 75%. Ce qui est facultatif, deux dispositifs que l'on vient de voir, prime transport et forfait mobilité durable, qui sont cumulables l'un et l'autre et ou avec l'abonnement de transport dans des conditions très encadrées. Voilà le petit tour d'horizon très précis et succinct qu'on pouvait faire. Avant de passer aux questions-réponses qu'il doit y avoir, Philippe et moi, on vous donne rendez-vous le 1er mars pour notre prochaine webconférence où on fera un tour d'horizon important sur la question de l'exercice des activités dans le spectacle en tant qu'auto-entrepreneur. Et on verra ça de deux aspects. C'est-à-dire non seulement est-ce que, par exemple, un artiste ou un technicien peut exercer son métier en tant qu'auto-entrepreneur, mais on verra aussi l'autre côté, quid des enjeux du côté de l'entreprise de faire appel à une personne en tant qu'auto-entrepreneur, quelle que soit son activité. Donc, prochaine webconférence sur un sujet important et délicat. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on passe tout de suite aux questions-réponses. Oui, Pascal, alors j'ai essayé de répondre à quelques questions. J'en ai mis quelques-unes en favori. Le sujet aussi qui revient bien évidemment régulièrement, c'est aussi le lien avec les intermittents ou les personnes qui ont des CDD, qui font des déplacements ponctuels, qui changent beaucoup. Voilà, j'ai mis un certain nombre de questions en favori. Ok, on commence. Chris nous dit, comment fait-on quand on a des intervenants en CDD pour quelques heures qui prennent habituellement des tickets à l'unité? Eh bien déjà, ils n'entrent pas dans les situations qu'on a vues parce qu'ils prennent des tickets à l'unité. Au mieux, on peut leur rembourser les frais de transport au réel, dès lors qu'on sait exactement où ils habitent. On peut imaginer faire ça, mais dans tous les cas, ils n'entrent pas dans ce que l'on vient de voir à l'instant. Chloé, si le ou la salarié n'a pas d'abonnement et ne prend un ticket unitaire pour se rendre à la gare de proximité, non, si c'est un salarié permanent qui doit prendre un ticket unitaire pour se rendre à la gare de proximité, dès lors que ce ticket, c'est un ticket à l'unité, c'est pas un abonnement, donc ça ne peut pas être pris en charge au titre des 50% ou 75% que l'on a vu tout à l'heure. Agatha, si j'ai la prime transport, est-ce que je peux quand même déduire mes déplacements dans les frais réels aux impôts? Mais les frais réels de quoi? Non, enfin non, non, je pense pas qu'on puisse. La prime transport, elle est dans une certaine limite donc exonérée d'impôt sur le revenu, non assujettie. Voilà, on ne peut pas faire plus. Hein. Enfin, je suis pas bien sûr d'avoir compris la question d'Agatha, mais la prime transport, elle est gérée de manière unitaire. On n'a pas à la remettre en tant que frais au regard de la déclaration de revenus. Ensuite, on a, pour bénéficier de certaines subventions, nous sommes obligés, il me semble, de prendre en charge l'ensemble des frais de transport des artistes. Peut-être, je ne peux pas vous répondre, mais dans ce cas-là, on n'est pas dans ce que l'on vient de voir ensemble. On est sur des frais de transport qui sont liés à un contrat particulier avec des artistes, avec des techniciens, où ils sont embauchés pour aller jouer ici ou là. Donc on n'est pas
dans ce cas que l'on vient de voir, finalement, qu'est-ce qu'on vient de voir là durant cette petite demi-heure? C'est le cas de figure du permanent, à vrai dire, et qui travaille dans un lieu déterminé, et on est sur quelque chose avec une régularité. Donc on n'est pas vraiment le cas de figure des artistes et des techniciens que vous embauchez sur un spectacle de manière ponctuelle, finalement, ils n'entrent pas dans cette situation. On a une question d'Isaline sur le retour aussi, sur la prise en charge d'une année sur l'autre. Alors, si l'employeur décide de prendre en charge en 2024 l'abonnement, peut-il repasser à une prise en charge à 50% en 2025? Je pense qu'il manque une partie de la phrase. Je me permets de redire. Si l'employeur décide de prendre en charge jusqu'à 75% de l'abonnement en 2024, est-ce qu'il peut repasser à une prise en charge à 50% en 2025? Bien. Alors, déjà, si la réglementation repasse à 50%, il n'y a pas le choix. Donc, il n'y aura rien à faire. Ensuite, la question est intéressante parce que là aussi, je pense qu'il est important pour l'employeur de formaliser sa décision. En 2025, en 2024, pardon, la réglementation autorisant un remboursement jusqu'à 75%, il est prudent que l'employeur formalise dans une DUE, par exemple, sa décision pour l'année 2025 de prendre en charge 75% de l'abonnement. Et cette décision ne vaudra que pour 2025. Éventuellement, si le dispositif est reconduit en 2026, il aura le choix de reconduire ou pas. Mais il faut formaliser, je pense que c'est prudent, et acter que c'est que pour 2025, c'est donc exceptionnel. Ainsi, l'entreprise est couverte. Une question de Gaëtan en lien avec le télétravail aussi. J'habite dans le Gers et mon employeur est à Paris. Je travaille à 50% en télétravail et pour 50% à Paris. Je suis en CDI et ma situation est déjà comme ça au moment de la signature de mon contrat. Mon employeur peut-il me rembourser mes frais de transport dans la totalité ou comme les abonnements à 50%? Je ne connais pas de disposition particulière dans ce cas-là. On est sur les règles que l'on a évoquées tout à l'heure avec une prise en charge de 50% des abonnements. Après, il peut y avoir des arrangements particuliers avec l'employeur, mais je ne suis pas sûr qu'en cas de contrôle URSSAF, il n'y ait pas une requalification si jamais il y avait une prise en charge, enfin un remboursement intégral des billets de train ou ce genre de choses. La question suivante concernant aussi les indemnités kilométriques. Question de Marie-Pierre. Oui. Peut-on aussi verser une indemnité kilométrique aux salariés? Indemnité basée sur le barème des impôts, tout ça. Alors, je pense qu'il y a deux choses distinctes. Encore une fois, ce dont on vient de parler là, sur l'obligation de prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail, vise l'activité quotidienne, les transports quotidiens quand un salarié doit se rendre à son lieu de travail. La situation des indemnités kilométriques, c'est autre chose. C'est la situation où le salarié a dû, à un moment donné, sur demande de l'employeur, se déplacer pour aller voir un client à un endroit particulier. Et dans ce cas-là, le salarié n'a pas à supporter, évidemment, le coût du déplacement. Donc, dans ce cas-là, l'employeur soit lui rembourse à l'euro son billet de train, son billet d'avion, son billet de bateau, que sais-je, ou, si le salarié utilise son véhicule personnel, effectivement, l'employeur utilise le barème de l'administration fiscale qui permet de verser des indemnités kilométriques. On est sur deux choses différentes. Une question de Julie sur la prise en charge de la totalité du trajet de travail sur la base d'un défraiement kilométrique au réel et le dépassement au-delà des 400 et des 700 euros. Donc non, l'employeur ne peut pas prendre en charge la totalité du trajet domicile-lieu de travail sur la base d'un défraiement, ce genre de choses. Non, le principe, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure. On rembourse jusqu'à donc 75% pour l'année 2024, on rembourse un abonnement. C'est ça, cette règle. Si l'employeur fait autrement, on ne peut pas garantir, lors d'un éventuel contrôle URSSAF, une réintégration de ces sommes dans le salaire brut. Ensuite, il y a une question de Geneviève par rapport à une convention collective, assez en l'occurrence. Alors, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles n'impose-t-elle pas à l'employeur d'intermittent un défraiement? Oui, mais encore une fois, on parle d'autre chose. Là, c'est le cas de figure où vous embauchez un artiste ou un technicien,
où vous allez l'envoyer travailler, jouer ici ou là. On n'est pas dans cette situation en fait habituelle de prise en charge, transport, domicile, lieu de travail. On est sur quelque chose de ponctuel. Le lieu de travail, il peut être évidemment à un autre endroit que le siège social de l'entreprise. Donc bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, l'employeur doit prendre en charge les frais de transport. Ce n'est pas aux salariés à qui on demande d'aller travailler à un endroit de prendre en charge, de supporter le coût de ces déplacements. Une question aussi de Mathilde sur un intermittent qui se déplacerait en tournée et pour lequel il y aurait des tickets de métro à l'unité, bien qu'on a déjà parlé des tickets de métro à l'unité qui ne sont pas concernés par la prise en charge obligatoire. Ouais. Mathilde nous dit, un intermittent qui habite en Île-de-France part en tournée à Bordeaux. Dois-je ou puis-je lui rembourser les tickets de métro à l'unité achetés à Bordeaux? Oui, vous pouvez. On est dans un cas particulier. Il est envoyé en tournée à Bordeaux. Ce n'est pas son lieu de travail habituel. On n'est pas dans la situation qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Ensuite, il y a une question de Bérangère pour le remboursement des frais de transport réels à un artiste qui utilise son véhicule personnel pour un contrat ponctuel. Même raisonnement. C'est une situation particulière. Il y a un contrat particulier qui fait que la personne, le salarié, doit aller à tel endroit. Ce n'est pas le lieu de travail habituel. Bien sûr, la prise en charge est faite par l'employeur au travers, par exemple, des indemnités kilométriques que l'on évoquait tout à l'heure. Une question d'Isabelle qui, par rapport à ses habitudes, qui a l'habitude de faire des notes de frais de déplacement pour des véhicules personnels au barème URSSAF ou des remboursements de billets de train. Quelle est la règle du coup? Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi une confusion entre les différents modes de déplacement, les différents modes d'utilisation des transports. Oui, je crois, au vu de toutes les questions, je pense qu'effectivement, il y a une confusion. Hein. Ce dont on a parlé, c'est-à-dire les prises en charge obligatoires et les dispositifs facultatifs, visent la situation, allez, on va faire simple, visent la situation d'un salarié permanent qui a un lieu de travail identifié et qui se rend tous les jours ou 2 fois par jour à son lieu de travail. On parle de ça. Là, souvent, les questions qui sont posées, notamment la question d'Isabelle, on n'est pas dans des... Vous voyez, Isabelle nous dit, j'ai l'habitude de faire des notes de frais de déplacement pour des véhicules personnels au barème URSSAF, ou bien des remboursements de billets de train. J'ai le sentiment, Isabelle, que là, ce que vous évoquez, c'est les cas de figure qu'on évoque depuis tout à l'heure dans la question-réponse, de déplacements ponctuels qui ne sont pas liés à un lieu de travail habituel. Donc, c'est tout d'un coup, vous décidez d'envoyer un salarié faire telle mission à tel endroit. Dans ce cas-là, il y a une prise en charge par l'employeur des frais de transport. On est d'accord, mais on n'est pas dans notre sujet du départ. Beaucoup de questions concernant des cas très particuliers. Et oui. On a rappelé pas mal de cas. Idem, la question de Mathilde sur le remboursement d'un taxi à un intermittent après une représentation alors qu'il y a des transports en commun. Alors, c'est intéressant ça. Donc, là aussi, on est dans un cas un petit peu particulier. L'artiste ou le technicien a joué à tel endroit. C'est pas le lieu de travail habituel. Il est tout à fait possible de prendre en charge une note de taxi plutôt que le remboursement d'un billet de transport en commun. Ça, c'est l'employeur. Hein, c'est l'employeur qui peut décider des règles. Mais sur ce point-là, ce qui est important, c'est qu'il y ait une homogénéité de règles. Hein. C'est-à-dire que si l'employeur décide de rembourser une note de taxi alors que le salarié pouvait prendre le transport en commun, il faut fixer des règles de manière à ce qu'elles soient uniformes pour l'ensemble des salariés qui seraient dans la même situation. C'est ça qui est important. Mais encore une fois, Mathilde, cette situation, c'est un cas particulier qui n'est pas le transport domicile-lieu de travail. Une question d'Annabelle concernant la définition du domicile, du lieu du domicile et du lieu de travail, notamment lorsqu'il y a une tournée. C'est pas évident parce que, comme on a dit tout au début, le domicile, c'est le lieu où on habite habituellement les jours de travail, et le lieu de travail, c'est le lieu de travail où on travaille habituellement.
dans notre situation, avec des artistes, des techniciens, des productions à droite à gauche, on n'est pas dans cette situation-là, donc il est légitime de leur rembourser les frais de transport dans une autre, finalement, une autre configuration que celle que l'on a vue. Il y avait une question de Raphaël qui rejoint aussi d'autres questions concernant les justificatifs, même si tu l'as déjà rappelé, mais peut-être qu'on peut refaire un point là-dessus. Quel justificatif faut-il fournir pour la prime transport? Alors, pour la prime transport, je me souviens plus ce qu'on avait dit sur la prime transport. Sur le justificatif, bougez pas, je regarde. L'attestation sur l'honneur devait être l'un des justificatifs, pouvait être un des cas de justificatif, notamment. Oui, bah si, les conditions, elles sont fixées, en fait. C'est la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région de l'Île-de-France et d'une zone desservie par les transports urbains, ou bien, en raison des horaires de travail, l'utilisation du véhicule personnel est indispensable. Donc, en fait, les justificatifs, ils sont inhérents à la situation du salarié. Oui. Je remets un lien que j'ai mis dans le chat sur l'article des URSSAF sur les frais de transport, qui reprend, parce qu'on a beaucoup de cas particuliers, mais qui reprend beaucoup de définitions, beaucoup d'éléments que tu as vus, mais beaucoup de définitions et qui permet aussi d'avoir, pour ceux qui nous suivent, plus de précision sur ces sujets. Ok, ça marche. Sinon, est-ce que tu as identifié d'autres questions qu'on pourrait aborder? Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je pense qu'après, sur les thèmes, ça se rejoignait un petit peu. Je pense qu'on ne peut pas non plus aborder chaque cas individuel pour chaque personne. Une autre question qui revient avec le télétravail, question d'Amélie, 10h36, sur le télétravail avec un déplacement ponctuel une fois par semaine dans un bureau loué par l'employeur. Le remboursement des frais de transport sont-ils possibles à 100%? C'est une question d'Amélie à 10h36. 10h36, Amélie. Quand on est en télétravail et qu'on se déplace ponctuellement une fois par semaine dans un bureau loué par l'employeur, le remboursement des frais de transport sont-ils possibles à 100%? Donc, ça veut dire que le lieu habituel de l'employeur, c'est ce bureau. Ça, ce qu'on peut imaginer. Les remboursements de frais de transport à 100%. En fait, dès lors que... donc, le temps de travail du salarié, on se souvient, donc il est au moins à mi-temps, on est d'accord, pour un remboursement optimal. Il est au moins à mi-temps. Et deux, on sait précisément où est sa résidence, en semaine, où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il vit, et on a identifié que le lieu de travail habituel, c'était à tel endroit. Donc, si effectivement cette location de bureau, l'employeur considère que c'est le lieu habituel, la prise en charge peut être faite donc à hauteur de 50% ou 75%, comme on a dit, mais a priori, pas à 100%. Alors après, je laisse les questions dans le chat, hein, j'en ai plus dans les favoris. On a une précision de Geneviève, qui précisait sa question, je pense, par rapport justement, encore une fois, au lieu ou à la domiciliation de son domicile. Du coup, j'ai beaucoup de questions. Donc là, oui, c'est un peu compliqué. Là. Perdu. Geneviève, elle était où? Alors Geneviève, oh là, ça. Ouais. Vous êtes très nombreux à poser des questions, donc on voit que le sujet intéresse. Et du coup, techniquement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle question, la ligne bouge et on perd la question. C'est ça, c'est une question à 10h36. Sur une production de 23 jours, je pense qu'elle veut parler de 23 jours sur un mois, est-ce que le lieu de travail ne devient-il pas le lieu habituel de travail, car il ne s'agit pas d'un envoi en tournée du salarié? Geneviève, c'est à vous de le décider et de l'affirmer et d'être capable de le justifier en cas de contrôle URSSAF. En fait, c'est ça qui est important. Parce que je comprends votre situation, effectivement, je comprends. Donc, est-ce que vous êtes capable de le justifier, de le démontrer si vous engagez donc les remboursements, comme on a vu tout à l'heure, ça sera à vous de le préciser et de le démontrer au contrôleur URSSAF. Ensuite, il y a une question de Marion à 10h36 également, qui redemande une précision. Un salarié dont le travail est d'intervenir dans plusieurs lieux différents peut donc être remboursé de ses frais au réel de son lieu de domicile.
Oui, dans le cas de figure, donc là, on a un artiste ou un technicien qui a une succession de CDD ponctuels où il va travailler ici ou là. Dans ce cas-là, ces frais de transport peuvent être pris en charge dans le cadre de cette production. Une question de Jean-Michel aussi à 10h37 hein, sur les intermittents. Le nombre d'heures peut varier d'un mois sur l'autre. Faut-il faire le calcul chaque mois pour évaluer la prise en charge du pass Navigo? Eh bien, oui, ça va se faire au regard de chaque contrat de travail. Donc, effectivement, un contrat de travail sur le mois 1 où il travaille, je ne sais pas, 20 heures, eh bien, ça ne sera pas le même calcul que le mois de travail suivant où il aurait travaillé 50 heures. Voilà. Il y a une question d'Audrey à 10h38 sur le calcul de la prime mobilité pour les salariés d'une entreprise. Est-ce qu'il est soumis au temps de travail? Non, je n'ai pas vu ça dans la réglementation. Je n'ai pas vu ça. À vérifier, hein, les textes étant assez touffus. Mais a priori, non. Mais vous pouvez vérifier en allant sur le lien que j'ai indiqué sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Il y a des questions qui reviennent aussi sur les justificatifs. Alors après, le document, le support que Pascal a présenté sera téléchargeable hein, et vous aurez l'intégralité des justificatifs et des précisions sur ces sujets qui seront sur ce support. Ok. J'ai Isaline. Est-ce qu'on a une expertise concernant les contrats d'engagement en service civique? Je vous avoue que là, spontanément, je ne sais pas si on est dans la même réglementation ou pas. Donc, je botte en touche. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans le droit du travail ou pas? Je ne me souviens pas. On a beaucoup de questions encore qui arrivent, mais ce sont vraiment des cas très, très particuliers. Je pense qu'on a vu le sujet dans les grandes lignes. Après, il va peut-être être difficile de répondre à chaque cas individuel et chaque cas particulier. Chaque cas est très intéressant, mais... par exemple, Joël, comme ça, je prends à la volée. Hein. Quid si on rembourse à 100% un abonnement SNCF et un permanent? Ça veut dire que vous remboursez au minimum 25% de trop. Donc, encore en cas de contrôle URSSAF, il y a cette partie qui dépasse là des 75% au maximum qui risquerait d'être réintégrée dans le salaire brut. Voilà ce qui peut se passer. Il y a une question d'Elodie à 10h42 concernant les stagiaires, mais je pense qu'on l'a vu, s'ils peuvent bénéficier de ce remboursement. Alors, les stagiaires soumis à un contrat de travail, oui. Sinon, non. Attendez, vérifie. Attendez, je me suis un peu avancé. J'ai un petit doute. Je ne me souviens plus si, il me semble, à vérifier, mais il me semble que les stagiaires sont concernés par la prise en charge frais de transport. Oui, frais de transport, domicile, lieu de travail. Oui, ils sont concernés. Je remets aussi en ligne sur le chat quelques liens sur le BOSS. Je vais remettre aussi en lien la fiche pratique sur la déduction forfaitaire spécifique et sur le site audience pour avoir des éléments un peu plus réglementaires. Ouais. Allez, une dernière. Audrey nous dit là, à 10h43, pour les abonnements train, s'il est utilisé pour les voyages du salarié, est-ce qu'on peut rembourser à 100%? Non. Non. C'est un abonnement, enfin on l'a dit, c'est 50 voire 75% hein, du prix de l'abonnement lié à un transport en commun, domicile, lieu de travail. Donc 100%, je ne crois pas, non. Jean-Christophe, allez, est-ce qu'il est possible de se baser sur Mappy ou via Michelin pour défrayer les artistes intermittents? Je pense que Jean-Christophe veut dire pour déterminer le nombre de kilomètres entre son domicile et le lieu où on l'envoie travailler. Donc oui, réponse oui, c'est très bien d'utiliser l'un ou l'autre pour déterminer le nombre de kilomètres, absolument. Absolument. Voilà. Bien. Philippe, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, donc, le support sera mis en ligne au plus tard lundi hein, sur le site internet d'audience et la webconférence visible sur notre chaîne YouTube au plus tard lundi prochain. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, bonne journée. J'ai mis un maximum de liens sur le chat. À très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.